Bonjour, je suis Daniel Estevez, je suis professeur à l'École nationale supérieure d'architecture de Toulouse. J'enseigne la théorie de la conception en architecture et en urbanisme. J'ai été invité à faire une intervention dans votre établissement par le laboratoire Alice et par Tiffaine Abenia, que je remercie au passage. Bien, je n'ai pas pu vous rejoindre, donc voilà une vidéo qui va un peu résumer le contenu de ce que j'avais à vous dire. On m'a invité à parler de constellations euh, et je voudrais en parler à partir de travaux que j'ai réalisés dans le domaine de la didactique de la conception, dans le domaine de l'enseignement en architecture depuis de nombreuses années, et un certain nombre de choses que je vais dire, de notions que je vais aborder, sont précisées, détaillées aussi dans un ouvrage que j'ai publié il y a quelques années, en 2015, qui s'appelle Conception non formelle en architecture. J'y reviendrai. Alors, avant de commencer, je vais faire une petite introduction, avant de vous présenter des images. Sur d'abord deux choses, les origines linguistiques de cette notion de constellation. Dans son cours de linguistique générale, c'est Ferdinand de Saussure, le grand linguiste, né à Genève, qui s'intéresse aux capacités de réaliser des assemblages de mots pour produire des énoncés dans la pratique d'une langue. Et Ferdinand de Saussure constate que pour un mot donné, on peut créer autant de séries associatives qu'il y a de rapports identifiables par le locuteur, par le sujet parlant entre les mots. Chaque mot est donc au centre d'un ensemble associatif de taille indéterminée, une sorte de nuage dont les éléments sont de nature hétérogène. Et ce sont ces séries que Saussure appelle des constellations. Il me semble important de faire ce passage par la linguistique parce que la notion de constellation, elle y est caractérisée par deux principes, donc deux concepts que je viens d'énoncer, celui de l'indétermination, celui de l'hétérogénéité. La deuxième chose que je veux dire avant de vous montrer quelques travaux, c'est que pour ce qui nous concerne, dans nos travaux de didactique en particulier, d'enseignement, nous abordons cette notion de constellation à partir de son usage formalisé en psychiatrie institutionnelle. À la clinique l'aborde par des psychiatres comme Jean Houry et Félix Guattari. C'est ensuite la pédagogie institutionnelle qui a été élaborée par son frère, Fernand Houry, qui met au point ce qu'on appellera les constellations sanitaires et constellations sanitaires et sociales, c'est-à-dire en fait des dispositifs réseaux de travail pour l'action éducative, pour l'action de soins. Alors, pour la psychiatrie institutionnelle, la notion émerge à partir de l'observation clinique des soins prodigués aux patients lorsque ces soins impliquent un groupe dans une institution. Et que fait apparaître cette observation? Eh bien, elle met en lumière une distinction dans l'activité des personnes entre leur statut, c'est-à-dire ce pourquoi elles sont engagées dans l'institution, leur rôle, c'est-à-dire les activités concrètes et effectives qu'elles réalisent dans l'institution, et puis leur fonction, c'est-à-dire leur rapport aux finalités de l'institution dans laquelle elles sont impliquées. Statut, rôle et fonction sont donc trois éléments qui sont observés dans la psychiatrie institutionnelle et dont on peut mesurer un certain nombre d'écarts. Alors, l'exemple fameux, c'est celui du jardinier de la clinique qui, n'ayant pas le statut de soignant, peut pourtant jouer un rôle particulier auprès d'un patient et va contribuer, par ce rôle qu'il joue, qui est mis à l'écart de son statut, va contribuer à la fonction soignante de la clinique, donc va contribuer à améliorer le soin. Et l'un des résultats bien connus de la psychiatrie institutionnelle et de la pédagogie institutionnelle également, c'est que
une institution remplit d'autant mieux sa fonction qu'elle est capable de ménager des écarts, un jeu entre ces trois registres d'activité. Alors, on peut retrouver le schéma de la constellation, donc au sens que je viens de dire, au sens de la psychiatrie institutionnelle, dans l'organisation du travail pédagogique des étudiants dans le cadre de leur conduite de projet, par exemple, ou de l'organisation de leur action en matière de conception. Lorsque un étudiant démarre un projet, il a à sa disposition une population de personnes ressources potentielles qui appartiennent à différentes institutions, comme on peut le voir ici. Alors je représente ici les personnes par des points et leur statut par un nom, et puis l'institution à laquelle ils appartiennent par un cadre. Et dans cette population, les éléments peuvent occuper différentes fonctions et représentent différentes expertises. Alors, en fonction d'un thème de travail, d'un sujet que l'étudiant veut aborder, mais aussi pour conduire son projet, chaque étudiant peut mobiliser différents éléments, ici c'est différentes personnes ressources, au sein de cette population. Un projet A, mené par un étudiant, centré par exemple sur un thème paysager, peut mobiliser, comme le montre le graphique ici, un géographe, un jardinier, un berger, ça c'est arrivé dans certains de nos travaux, un architecte, etc. Un autre projet, confronté à la même population ressource, mais qui serait orienté vers une problématique plus technique, peut mobiliser par exemple l'architecte, un ingénieur du BTP externe à l'école, un technicien, etc. Ainsi, chaque constellation de conception est donc spécifique, déclenchée par un projet donné, et en imaginant que la structure de cette population ressource soit identique pour tous les étudiants, chacun d'eux va activer des constellations spécifiques. Alors, au-delà de cet exemple, et en dépassant le domaine de l'organisation de l'action de projet, donc, que je viens de décrire, c'est-à-dire un étudiant ou une étudiante démarrant un travail de conception donné, dans un contexte académique, ce que nous proposons, nous, dans nos projets, c'est de généraliser le modèle de la constellation à la plupart des registres de la conception en architecture. Alors, en tant que méthode, ou alors on pourrait dire un modèle méthodologique plutôt qu'une méthode, en tant que méthode de conception, la constellation relève d'une démarche qu'il faut appeler une démarche diagrammatique, et j'utilise ce mot dans le sens défini notamment par le chercheur et notre collègue Christopher Dell, qui est un urbaniste et compositeur, musicien, improvisateur. La démarche diagrammatique, cela signifie que le principe de la constellation concerne la mise en relation, c'est-à-dire l'activation d'un ensemble d'éléments quelconques dans une population donnée, ce qu'on pourrait appeler une structure. À partir de là, on peut livrer donc une première définition générale, et suffisamment générale pour qu'on puisse l'appliquer, ou en tout cas l'apercevoir dans les travaux de conception que je vais vous présenter. Donc, une définition du terme de constellation en disant: une constellation, c'est un diagramme actif dans une population donnée. Dire qu'un diagramme est actif, ça signifie que ce diagramme définit des relations entre certains éléments de la population. C'est ça que ça signifie. Voilà une définition qui est assez abstraite peut-être, mais qui a l'avantage de soulever plusieurs questions
qui peuvent nous permettre de mieux comprendre, c'est ce que je voudrais montrer aujourd'hui, le fonctionnement des constellations en tant que dispositif réseau, notamment en architecture. Questions comme quelle est la population? Qu'est-ce que c'est la population? À quoi nous nous affrontons? En nombre d'éléments, en structure existante. Quelle est la nature des éléments donc, de cette population? Comment doit-on les décrire pour pouvoir y accéder? De quelle nature sont les relations entre les éléments qu'active un diagramme? Comment et par quels moyens on est capable d'activer des relations, d'activer un diagramme. Puis, quel poids prennent les différents éléments actifs dans un diagramme. Voilà ce que je voudrais éclaircir à travers les exemples que je vais citer rapidement et feuilleter avec vous. Donc, je vais commenter quelques travaux d'étudiants issus de nos ateliers de fin d'études et de master à l'école de Toulouse. Je précise que ce sont des travaux académiques courants qui ne se présentent ni comme des modèles à suivre, ni comme des tours de force ou exemplaires ou des performances particulières. Mais cependant, tous ces travaux sont représentatifs de démarches qui mobilisent le schéma de la constellation, bien sûr. Et ils le font, vous allez voir, selon des modalités diverses et sur des terrains différents. Dans chaque cas, je propose de situer le travail mené par l'étudiant, l'étudiante, par rapport au mode de conception qui est concerné. Ça va me permettre d'identifier explicitement plusieurs registres de conception, vous allez voir, qui forment les différentes parties de mon intervention, et donc qui sont tous bien sûr orientés vers l'usage ou la mise en œuvre de la conception, de la constellation comme méthode. Enfin, je vais insister sur le fait que ces registres de conception qui vont former les différentes parties de mon intervention relèvent du champ de ce que j'appelle la conception non formelle en architecture, et j'aurai l'occasion de le préciser dans chaque cas. Alors, je vais commencer par un premier registre de conception que j'ai appelé, avec d'autres chercheurs, la perception-conception, un écho à un certain nombre de travaux, notamment, je veux citer ceux de Martin Steinman et de qui a enseigné dans votre université et qui donc a produit un grand nombre de concepts très riches pour la compréhension de la conception en architecture, et notamment celui de regard producteur. Voilà. La perception-conception, c'est l'idée est fondée sur l'idée que l'observation est une action productive pour la conception. Alors, voici en 2016 l'atelier de master que je dirige, que j'ai créé en 2010 avec Christophe Hutin, qui s'intitule l'atelier Learning From. Cet atelier décide de s'intéresser à une zone rurale dans le département du Gers en France. Et il est sollicité pour la réalisation d'un lieu de spectacle temporaire à la demande d'une compagnie artistique et d'une institution régionale. Le travail consiste à explorer le territoire et à envisager des lieux de projet possibles pour cette demande qui nous est faite. À ce stade, nous n'avons donc ni site, ni programme, ni commande. Le point d'entrée, c'est le territoire lui-même. Nous engageons alors plusieurs campagnes photographiques collectives avec l'aide d'un photographe professionnel, d'un géographe aussi, en parcourant le site à pied, en automobile, en vélo, à la recherche d'anecdotes, de singularités, de situations particulières
qu'on pourrait relier à un potentiel d'occupation temporaire. C'est donc un travail exploratoire. Dans le cours du travail, des récurrences apparaissent. Elles sont observées, discutées, commentées, documentées surtout, décrites donc collectivement, et elles permettent ensuite de catégoriser ce que je peux appeler des faits paysagers, et puis de construire une population de situations, de projets. Arbres isolés, stations-service désaffectées, îlots délaissés, séchoirs abandonnés, etc. L'atelier produira à partir de là toute une édition de ce travail qui sera fournie donc aux institutions locales en réponse à leurs demandes. Et donc ici le projet. Le projet, bien, c'est ce processus d'activation du paysage par un regard construit. Voilà un autre projet de diplôme, cette fois-ci, fondé sur l'idée de regard producteur. Le thème abordé ici concerne la vie sociale et le confort des lieux de transport collectif, du quotidien, on dira, ce sont les gares, les trains de banlieue, et les étudiants mènent un travail documentaire exploratoire dans toutes les gares et les trains de banlieue autour de la ville de Toulouse. Nous sommes en France, à Toulouse. L'étude fonctionne donc par permanence in situ, c'est-à-dire que les étudiants occupent les gares, rencontrent les passagers, notent des dialogues entendus, réalisent un travail d'enquête documentaire, de photographie systématique, produisent comme ça beaucoup de documents, en particulier des photos. Les photos, elles utilisent des protocoles de prise de vue particuliers, avec, vous voyez, des vues frontales sur des objets isolés. Et alors, la population qui est étudiée dans ce travail de constellation, ben, la population, c'est quoi? Ce sont des artefacts, des objets, des dispositifs techniques qui peuplent ces endroits. Dans la catégorisation des documents qui est produite, les étudiants font donc apparaître des éléments distincts et récurrents, encore une fois, sur les lieux. Certains éléments sont standards, des éléments de mobilier, des dispositifs techniques, les quais, et d'autres peuvent être anecdotiques ou spécifiques aux lieux qui sont abordés. Donc chaque catégorie se présente ensuite comme un jeu de cartes photographiques, et ces cartes, eh bien, elles sont ensuite utilisées dans des ateliers publics, en dialogue avec les habitants, avec les usagers. Ces jeux de cartes permettent alors de procéder à des combinaisons. Ici, ce sont des combinaisons de cartes par groupe de 6, selon un modèle combinatoire qui est celui de l'ouvrage de Raymond Queneau, 100 000 milliards de poèmes, vers lequel renvoie clairement ce travail. Et chaque assemblage de cartes, chaque assemblage, eh bien, figure une gare imaginaire associée à un titre. La gare végétale, la gare machine, etc. Et ces assemblages sont typiquement des diagrammes actifs dans la population, des photographies catégorisées dans la recherche exploratoire. C'est un outil productif qui ne converge pas vers une seule solution, un seul projet de gare, mais une multitude de combinaisons possibles, donc une multiplicité de réponses possibles. Voilà 2 exemples de ce que nous appelons la perception-conception, donc un mode d'investigation qui s'appuie sur le regard producteur, pour reprendre l'expression de Martin Steinman. Et eh bien, ce qu'elle stipule, cette manière de travailler, c'est que la simple action d'identifier un fait dans le continuum de notre environnement, de le cadrer, de l'isoler, de l'indexer, eh bien,
tout cela constitue des actes de conception et ce sont des actes productifs. Parler à présent de travaux renvoyant à un autre registre de conception non formelle utilisant la constellation comme méthode que j'appelle la conception par agencement, mais qu'on peut qualifier aussi d'approche qualitative interprétative, et je vais tenter d'expliquer brièvement en quoi consiste ce genre d'approche. Le principe d'agencement, très simplement, c'est je pourrais dire que c'est une façon de réassembler des choses déjà là en les transformant. Alors voici un travail mené par un étudiant de diplôme, encore une fois. Le propos de ce travail concernait, la thématique générale concernait la valorisation des techniques populaires, des techniques low-tech, comme on dit, des techniques d'autonomisation matérielle, de socialisation, sur l'ensemble du territoire français, en milieu rural. Cela inclut donc l'autoconstruction, l'autonomie alimentaire, les dispositifs de jardinage, etc. Le procédé exploratoire qui a été mis en œuvre, il consistait dans un ensemble de déplacements réalisés par l'étudiant en bicyclette pendant plusieurs mois. Ces trajets en vélo étaient définis par sérendipité, c'est-à-dire que un lieu exploré pouvait renvoyer au lieu suivant sans programme préétabli à l'intérieur d'un ensemble de cas qui était quand même prévu. Le voyage se présente donc lui-même dans le travail comme l'activation d'un diagramme. Il permet de récolter et de documenter un grand nombre de procédés techniques, de procédés d'autoconstruction, de procédés vernaculaires dans leur contexte. Les éléments sont ensuite récoltés et répartis dans des catégories techniques précises, qui étaient les catégories qui ont émergé de la recherche et de l'enquête de cet étudiant. Et puis, ensuite, ces éléments sont utilisés par assemblage dans des projets architecturaux d'amélioration ou d'extension portant sur des situations que l'étudiant a rencontrées pendant son étude exploratoire. Il cherche donc les moyens d'autoremédiation des projets qu'il a rencontrés par la mise en relation de dispositifs techniques rencontrés dans d'autres projets. Ce sont des agencements qui ont un caractère, c'est celui de fonctionner comme des groupes de mots dans une phrase. Donc voilà un travail de diplôme, là aussi, concernant le Liban, et qui fonctionne selon la même démarche exploratoire pratiquement que le projet précédent. Il s'intéresse à la réhabilitation d'une infrastructure abandonnée comme outil d'activation de tout un territoire très vaste, puisqu'il s'agit d'une grande partie du Liban. La structure explorée, c'est une voie de chemin de fer historique, aujourd'hui désaffectée, et qui traverse le pays de part en part. 14 villes sont concernées. Chaque gare abandonnée peut être envisagée comme un élément dans une constellation territoriale que le projet, là aussi, veut activer. Le procédé exploratoire a consisté pour l'étudiante à se déplacer pendant plusieurs mois dans chacune de ces 14 gares, à plusieurs reprises. Elle y a mené, là aussi, des récoltes, des entretiens, des enquêtes sur l'état des bâtiments, sur les usages existants pouvant servir de base à des développements potentiels qui soient bénéfiques pour les communautés concernées par ces bâtiments existants dans leur état actuel. Donc des catégories projectuelles ont été établies pour chacun des lieux. La gare, c'est un objet technique standard qui possède des composants précis, l'horloge, le château d'eau, les rails, les quais,
Chaque gare possède donc ses composants standards dans un état particulier. Un état initial, conservé, un état transformé ou détourné, et puis parfois une absence, c'est-à-dire le dispositif, le composant a été détruit. Elle possède également des composants spécifiques, c'est-à-dire des composants qu'on peut dire anecdotiques et qui la caractérisent en particulier. Le projet pour l'étudiante a consisté à identifier ces anecdotes, c'est-à-dire les éléments qui sortaient des catégories standards, des éléments standards, et à développer ces catégories pour proposer des scénarios de projets, d'évolution des projets spécifiques à chacune des gares, à partir donc de leur caractère spécifique et compte tenu de leurs composants standards. Il y a quelque chose de combinatoire là aussi dans ce travail. C'est le film No Smoking de Alain Resnais qui était une référence aussi de cette expérimentation. Alors, voilà, ces deux travaux, très vite feuilletés, peuvent illustrer l'utilisation de ce que j'ai appelé tout à l'heure des méthodes qualitatives interprétatives appliquées au domaine de la conception architecturale. Alors qu'est-ce que c'est? Ce sont des méthodes qui sont assez connues dans le champ de la recherche scientifique de type recherche-action. Et les méthodes qualitatives interprétatives désignent un type de travail d'observation par l'action, dans lequel les connaissances pour la recherche sont donc construites selon des schémas inductifs, c'est-à-dire on part d'abord d'une exploration. Une remarque sur les méthodes qualitatives interprétatives, on trouve en général 3 processus dans les méthodes de recherche qualitative interprétative, et c'est également des processus qui sont présents dans ce type de méthode de conception qu'on peut rapprocher des démarches qualitatives interprétatives. Eh bien, ces 3 processus sont le processus de description, c'est-à-dire qu'on doit mobiliser des techniques de relevé, d'observation protocolaire, des photographies en série, des dessins en série, etc. Et un processus ensuite de catégorisation. Chaque fois, vous avez remarqué, qui mobilise des techniques de classification des populations étudiées, quelle que soit la nature des éléments de la population, que ce soit des artefacts, des personnes, ou toute autre chose. Enfin, il y a un processus qui est le plus productif, le plus projectuel, qui est le processus d'interprétation, donc qui mobilise des techniques d'analogie, des agencements, des assemblages qualifiés par un titre par exemple, etc. Vous voyez que ce que nous avons passé en revue très vite sur les 2 premiers registres de conception, ben, ce sont des conceptions qu'on peut rattacher au champ général des pratiques qualitatives interprétatives. Troisième registre de conception non formelle que je veux souligner, un registre que j'appellerais la conception par récurrence et qui fonctionne sur l'usage d'objets pivots et de récurrence au sens vraiment mathématique du terme. On se situe toujours à l'intérieur de démarches de type qualitative interprétative, telles que je viens de rapidement de les décrire, et on peut souligner certains types de conceptions qui sont fondées sur l'usage de la récurrence et que je propose donc de rapprocher du travail paradigmatique de Oswald Matthias Ungers dans son projet de Berlin en 1977. Je présente juste ce travail de diplôme qui concernait une situation critique, la reconstruction de la ville de L'Aquila en Italie, qui avait subi, vous vous en souvenez, de graves dommages et des destructions à la suite du séisme survenu en avril 2009. La méthode de projet envisagée repose sur l'identification
d'éléments pivots, ce sont des bâtiments dans le site qui puissent définir une structure de reconstruction de l'ensemble de la ville et permettre la réintégration des habitants qui avaient été évincés de leur logement juste après le séisme et qui souhaitaient fortement réintégrer cette ville et le site lui-même de l'Aquila. Donc le procédé exploratoire qui a été utilisé a consisté ici à relever sur place pendant plusieurs mois, là encore, tous les édifices qui avaient résisté au séisme et qui possédaient des caractéristiques structurelles exploitables pour recevoir du logement, de l'hébergement. L'étude, cette enquête, a fait apparaître que les bâtiments utilisables étaient tous des immeubles de bureaux de taille et de configuration très différentes, mais toujours construits en ossature béton armé. Une fois que l'ensemble de ces objets pivots de la ville ont été dénombrés, inventoriés, décrits, modélisés et classés, le projet consiste alors à proposer 3 scénarios de transformation, bureau vers logement, sur 3 cas d'études très différents, très caractérisés. Et compte tenu des points techniques et architecturaux qui sont communs à la constellation des bâtiments de bureaux désaffectés, repérés, les 3 cas étudiés en fait, sont généralisables par récurrence, si vous voulez, à tout le territoire de l'Aquila et prennent donc une valeur de projet urbain par cette démarche diagrammatique. Alors, je prends quelques minutes pour m'attarder sur ce 4e registre de conception non formelle que j'appelle conception par précédent et qu'on peut rattacher aux pratiques de collage, de sampling, de transfert d'emprunts, vous allez le voir. En commençant par une définition spécifique à la façon dont nous abordons ce type de démarche de conception par précédent. Voilà, j'appelle conception par précédent l'utilisation contextuelle d'éléments non contextuels dans un projet d'architecture donné. Ces éléments, ces systèmes non contextuels peuvent être des dispositifs, des objets, des produits entièrement prédéfinis, catalogue de produits industriels, système standard, objets existants. Donc le collage, le sampling, le montage, etc. relèvent de ce type de démarche de conception par précédent. La conception par précédent suppose, et c'est ça la particularité vis-à-vis de tous les registres que nous avons énoncés jusqu'à présent, la conception par précédent suppose donc la constitution structurée d'un stock de précédents préalable au travail projectuel proprement dit. C'est-à-dire que la population a activé, pour reprendre le vocabulaire donc, que j'ai installé par rapport à la constellation, la population a activé par le projet est constituée préalablement, elle est constituée en amont de l'action proprement dite de projet. Chaque précédent est donc un élément prédéfini, un élément précis, défini dans ses propriétés physiques, de forme, de dimension, de matériaux, etc. Il s'agit d'une démarche qui permet d'accéder, enfin, en tout cas qui suppose de travailler, on dirait, à l'échelle 1. Il peut donc permettre d'intégrer des modèles 3D, des catalogues de composants, des bases de données de type BIM, etc. Je présente ici, dans ce document, l'extrait d'une base de précédent qui a été constituée pour notre atelier de master Learning From à l'occasion du projet en milieu rural dans le Gers dont j'ai parlé au début, à propos du théâtre à ciel ouvert, le théâtre temporaire. Les précédents que nous avions choisis pour les actions de projet sont tous issus de procédés techniques standardisés. Alors, il y a des
échafaudages, avec un type de mise en œuvre, des étais industriels et de la tôle ondulée, avec un principe de mise en œuvre associé, des profilés métalliques avec un principe de mise en œuvre associé, bien sûr des serres industrielles, etc. C'est donc que chaque président, il est non seulement défini dans sa constitution, mais défini dans ses règles de mise en œuvre qui sont plus souvent standardisées. C'est intéressant parce que l'application de ces systèmes standards, de ces objets standards, va permettre d'établir de la distinction. C'est-à-dire qu'elle va permettre de dissocier la question technique de mise en œuvre, dans quoi on se perd souvent, la réalisation matérielle des composants, où on peut se perdre. Cette réalisation technique, cette question technique de mise en œuvre et de réalisation, eh bien, elle est réglée a priori, et elle est donc disjointe de la question contextuelle de mise en œuvre dans un lieu donné. Donc, ce qui n'est pas réglé a priori, c'est la question de la taille, la question du nombre de précédents intégrés au projet, la question de l'orientation, la question aussi de l'évolution. Vous voyez donc, il y a une disjonction entre la mise en œuvre technique et la mise en œuvre du précédent dans le contexte. Même si le terme mise en œuvre dans le second cas est un peu peut-être abusif. Alors, je montre un projet. Voici ici un projet totalement différent, mené dans le village inuit de Akulivik, situé dans le Grand Nord canadien. Le thème abordé ici concerne l'amélioration du logement social contemporain octroyé à ces communautés habitantes isolées. L'étude révèle d'abord que les bâtiments préfabriqués standards qui abritent actuellement ces familles s'avèrent relativement inadaptés à leurs pratiques sociales, vous imaginez, et notamment aux capacités d'autoconstruction qui caractérisent les modes de vie de ces groupes. Par ailleurs, si l'utilisation de technologies industrielles externes présente des avantages économiques et constructifs évidents, c'est la raison bien sûr de leur utilisation, bien, ils contribuent cependant à déposséder les habitants de certains savoirs collectifs, j'ai dit l'autoconstruction, l'entraide, mais aussi symbolique, et en particulier sur tout ce qui concerne le caractère évolutif de l'habitat historiquement dans ces lieux, dans ces endroits. Le procédé exploratoire a consisté pour les étudiants d'un séjour de plusieurs mois dans le village lui-même, qui a permis de relever, d'inventorier toutes les constructions existantes, les maisons concernées, donc ces maisons préfabriquées, mais aussi tout le système de cabanes, de pêche, de sous-cabanes, car les pratiques de ces habitants concernant la pêche les amènent à déménager pendant un mois dans des cabanes de pêche et puis à partir de ces cabanes de pêche de s'organiser et de se déplacer dans un territoire encore plus vaste avec des sous-cabanes qui sont comme des tentes et qui permettent de pêcher et de revenir dans le camp de base formé par les cabanes. Donc l'étude des rythmes de vie saisonniers permet de proposer un jeu d'extension démontable de chaque maison par adjonction de serres horticoles habitables, des serres préfabriquées. Le précédent standard est donc la serre horticole, dont les règles de montage et de mise en œuvre sont définies comme je l'ai indiqué pour les précédents tout à l'heure. Cet objet standard est acontextuel, mais il est montable, démontable. Il est utilisé ici comme un outil de contextualisation des constructions existantes qui vont permettre de modifier leur orientation temporairement. Et en fonction des saisons, en fonction des besoins, les projets fonctionnent par collage du précédent serre pour produire des situations spécifiques.
Ça peut être des sas, des vérandas, des dépendances, des serres de plantation temporaires. Alors, le dernier registre de conception non formelle que je veux aborder concerne les patterns. La conception par pattern, par motif, c'est une démarche de projet qui est la plus directement reliée au champ de la linguistique. Pattern Language, c'est un livre d'abord collectif dirigé par l'architecte Christopher Alexander, texte marqué par les théories du langage. Et donc l'architecture et la ville sont considérés comme des assemblages signifiants de mots, à la manière d'un texte composé de mots formant des phrases. Dans ce livre, donc, la conception architecturale n'est pas appréhendée comme un exercice de résolution de problèmes, mais comme une tâche d'expression. L'architecte agit comme un écrivain, en gros, un écrivain qui active les constellations de patterns à chaque projet. Je vais vous présenter un travail de diplôme qui a mobilisé cette notion. Et ce type de démarche, c'est le travail de diplôme de l'atelier d'architecture itinérante en 2015, qui s'inscrivait dans le thème général de l'architecture participative en milieu rural. Il s'agissait pour ce groupe de 4 étudiantes d'expérimenter des actions collectives autonomisantes avec les habitants dans des lieux publics traversés sur un territoire qui allait de Toulouse jusqu'à Berlin. Donc le procédé exploratoire ici encore est un voyage. Le parcours est réalisé en automobile avec une caravane. Il dure 3 mois et permet de mener des actions contextuelles dans plusieurs villages, que ces actions soient programmées en amont ou des actions aussi parfois improvisées. La caravane est utilisée comme objet qu'on appellera sociotechnique, c'est-à-dire que cet objet est déclencheur d'événements, déclencheur d'actions, support ou déclencheur de moments vécus collectivement. Finalement, c'est un dispositif qui aide à faire émerger, par l'action et surtout par la fabrication, par le faire, eh bien, des réseaux de personnes ressources dans chaque village, dans chaque contexte traversé. Voilà, je vais terminer ce tour d'horizon assez rapide en soulignant l'intérêt pédagogique que peut revêtir l'organisation en constellation des groupes de projets dans des situations d'enseignement et en particulier dans les situations d'enseignement basées sur l'action. Le principe de constellation permet de maintenir et même d'accentuer l'hétérogénéité des groupes impliqués. L'hétérogénéité, c'est donc quelque chose qui est considéré comme une source de puissance, une force d'action et de transformation. C'est la raison pour laquelle nous abordons toujours les actions de chantiers, d'ateliers, de workshops, par la mise en place de constellations de projets distincts. Notre but, le but de ces actions, de projets, vise à produire ce qu'on pourrait appeler des situations conventionnelles, contemporaines. Ce sont des situations qui sont intégratrices et inclusives, qui ne sont pas prescriptives, qui sont collectives. Elles sont en mesure de nous aider à réhabiliter les savoirs populaires, les connaissances vernaculaires, la socialisation des groupes d'habitants, la délibération collective, mais aussi les savoirs de métier, les expertises populaires, et puis enfin, pour les architectes, pour nous, la conception comme pratique réflexive. Tous les vrais métiers sont des praxis, disait Cornelius Castoriadis. Voilà.
Je vais en rester là. Je vous remercie de m'avoir écouté. Et encore une fois, désolé de ne pas avoir pu parler, échanger avec vous sur place à Lausanne. J'espère que nous aurons l'occasion donc d'échanger. Merci encore à Tiffaine Abenia pour cette invitation.